Entre le nord, riche, porté par une industrie puissante, et le sud, agricole, plus pauvre, qui semble toujours à la traîne, l'Italie avance à 2 vitesses. Un pays, 2 trajectoires, 2 réalités. Automobile, luxe, banque et assurance. Depuis toujours, l'activité économique italienne se concentre dans les régions du Nord, parmi les plus riches en Europe. Au-delà des grands groupes qui ont fait la renommée du Made in Italy, l'un des secrets de cette réussite, c'est son tissu de PME familiale. Au pied des Alpes, dans la province de Coni, le chômage est quasi inexistant. Cette entreprise de BTP emploie 250 personnes et peine à recruter. Nous avons besoin d'un chauffeur pour travailler de nuit. Est-il possible de nous renvoyer la même personne que la semaine dernière? Chaque jour, le chef de la logistique est pendu au téléphone, avec toujours la même préoccupation, trouver des travailleurs. Clairement, on a toujours du mal à trouver des bras suffisants pour assurer tous nos chantiers. Parfois, on doit en mettre un sur pause pour en commencer un deuxième. Comme dans de nombreuses entreprises italiennes, Giugia fait de plus en plus appel à la main-d'œuvre étrangère. Elle représente plus de la moitié des effectifs, comme ce chauffeur poids lourd marocain, arrivé en Italie il y a 5 ans. Nous, on est disponibles, on est prêts au travail. C'est vrai qu'ici la vie est plus chère, mais la qualité de vie est meilleure, notamment pour les hôpitaux et les médecins. Sous la pression des patrons, Giorgia Meloni a accordé plus de permis de travail que n'importe quel dirigeant italien ces 15 dernières années. 450 000 titres de séjour en 3 ans. Des étrangers devenus tellement indispensables que Paolo Giugia et son frère ont décidé de faciliter leur installation en Italie. Chaque appartement a au moins 2 chambres et une salle de bain. Dans le village attenant à leurs locaux, les patrons rénovent cette bâtisse pour y héberger jusqu'à 25 travailleurs gratuitement. Loin des discours pro ou anti-migrants, eux ne parlent pas politique, mais bien de business. Nous ne faisons pas de différence si un ouvrier est d'une nationalité plutôt que d'une autre, d'une couleur ou d'une autre. L'important, c'est que ce soit des personnes qui ont envie de travailler. Alors que le Nord manque de main-d'œuvre, le Sud, lui, manque d'emploi. Dans les régions locomotives, le taux de chômage n'est que de 4,1% en moyenne, contre 12,1% dans le Sud. Même déséquilibre pour ce qui concerne la répartition des richesses. Les activités du Nord représentent 56% du PIB, contre 22% dans le Sud. Le Sud, c'est seulement pour les vacances. Et c'est vrai que dans le Sud, le tourisme est florissant et toujours en hausse. Mais derrière les images de cartes postales se cache un manque d'infrastructures et une précarité rampante. À Naples, nombreux sont les jeunes qui veulent partir dans le Nord, comme Alice, 23 ans. Tu vois, j'ai vraiment envie de vivre dans un endroit qui fonctionne. Pour cette étudiante en design, aucun avenir ici. Depuis 4 ans, elle enchaîne les petits boulots jamais déclarés, une situation que tous ses amis ont connue. En moyenne, je gagne 50 € par soirée pour travailler de 14h à 2h, voire 4h du matin. 50 divisé par 12, ça fait à peine quelques euros de l'heure. Le travail au noir, l'économie souterraine, explique en partie le retard du Sud, où les salaires sont en moyenne 20% plus bas que dans le Nord. Et lorsque Giorgia Meloni a supprimé le revenu de solidarité, l'impact s'est tout de suite fait sentir dans cette paroisse de Naples, où désormais les bénévoles servent 2 fois plus de repas qu'avant la pandémie de Covid. L'Italie du Sud et du Nord, 2 réalités et des inégalités qui semblent toujours plus difficiles à surmonter. Le gouvernement prévoit d'ailleurs de renforcer l'autonomie des régions. Sans la solidarité du Nord, le Sud craint de payer le prix fort. Voilà donc pour ce reportage signé Raphaël Chapira. Raphaël Chapira, que l'on retrouve en duplex pour nous depuis Rome. Bonjour Raphaël, vous êtes correspondante de France 2 en Italie. Bonjour. Alors vous êtes sous la pluie, c'est rare en Italie, mais ça arrive. Malgré tout, comment expliquez-vous cette fracture entre le Nord et le Sud ?
Alors c'est une fracture qui est historique et qu'on explique déjà sur un point géographique. En réalité, le Nord est au cœur de l'Europe, donc à la proximité de pays comme la France, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, et donc évidemment organiser l'activité économique qui est beaucoup plus simple. Il y a une tradition industrielle dans ce Nord, à Turin, à Milan, à Gênes, mais aussi à Mestre, et donc avec cette tradition industrielle, eh bien, se sont créés naturellement des grands groupes et avec eux, bien sûr, des infrastructures et donc le développement économique. Dès que vous franchissez le centre de l'Italie, que vous basculez un peu plus vers le sud, ces infrastructures sont beaucoup moins nombreuses. Les routes sont par exemple moins bonnes. Le train à grande vitesse ne va pas au-delà de Salerne, qui est une ville au sud de Naples. Et les connexions entre l'Est et l'Ouest au sud sont beaucoup plus compliquées qu'au Nord. Vous voyez, tout est un peu plus complexe ici. Et donc forcément, ça ralentit le développement économique. On va revenir vers vous, Raphaël Chapira. La Ligue lombarde, dans les années 2020, prônait la séparation entre le nord et le sud de l'Italie. Aujourd'hui, est-ce que ce débat il est toujours d'actualité, Paolo Levi ? Non, ce n'est plus d'actualité parce que la Ligue est devenue un parti nationaliste qui prône l'unité de l'Italie, mais qui est très eurosceptique. Et donc, à un certain moment, ils ont même prôné la sortie de l'Italie de l'Union européenne. Mais il n'y a plus l'argument nord-sud, comme par exemple, il peut y avoir en Espagne avec la Catalogne, qui encore aujourd'hui, il y a une partie qui voudrait devenir autonome par rapport au centre. L'Italie est le pays qui a le plus bénéficié du plan de relance européen post-Covid, on en a parlé tout à l'heure. Donc 190 milliards d'euros, 12, oui. On n'est plus à 2 près. Mais selon le parquet européen, l'Italie concentre les 2/3 des enquêtes. Donc 228 enquêtes sur 307 ouvertes par l'Union européenne pour des détournements liés au plan de relance. Est-ce que ces affaires de détournement sont un sujet de discussion en Italie ? Non, pas du tout. Le sujet est plutôt celui de la bonne allocation de ces fonds et surtout du fait qu'il y a une limite temporaire pendant laquelle il faut dépenser ces fonds. Et donc, il y a une course contre la montre parce qu'on est presque arrivé à échéance. Sur le fait qu'il y ait un grand nombre de détournements, je pense que c'est absolument normal dans le sens qu'en étant les premiers bénéficiaires, il y a... je crois qu'Hervé Reiner n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Lui, il trouve pas ça très normal, en fait. Oui, alors disons qu'il y a une tradition, puisque bien avant ce PNRR, donc cette manne de 200 milliards qui tombe du ciel quasiment en 2002 sur l'Italie, il faut savoir que l'Italie était déjà le mauvais élève dans l'utilisation des fonds structurels européens, et ce, depuis les années 70, 1970. Et donc, il y a une tradition de détournement de fonds, alors qui sont liés notamment à des pratiques clientélistes. Et là aussi, on peut redouter le pire. Et d'ailleurs, il y a un certain retard, parce qu'il faut savoir que ces 200 milliards sont répartis en 500 000 travaux publics. Donc, il y a une dispersion totale. Et sans doute, alors quand bien même, il y a des formes de surveillance, notamment facilitées par l'Union européenne, mais on imagine que beaucoup de ces fonds ont été détournés. Quand on pense... Oui, je voulais aussi rajouter peut-être un point, rebondir sur ce point-là. Il y a un problème encore plus important, probablement, du détournement, et c'est la manque de capacité administrative dans plusieurs régions italiennes. Ce qui explique vraiment le fait que l'Italie a du mal à vraiment utiliser les fonds comme la Pologne le fait ou l'Espagne le fait. Oui. Donc c'est vraiment le manque de capacité d'expertise administrative qui existe, surtout au sud de l'Italie. Hervé Reiner, justement, quand on pense au sud de l'Italie, on pense quand même souvent à la mafia. Il n'y a pas pu y avoir des détournements et des... Oui, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces sujets, des crimes organisés. De longue date, la mafia s'est beaucoup intégrée au marché économique, notamment dans le bâtiment, mais pas seulement. Depuis, c'est largement diversifié. Et immanquablement, en Calabre, en Sicile et en Campanie en particulier, il est difficile d'exclure totalement les réseaux mafieux du moindre marché. Elle pèse encore lourd aujourd'hui. Elle pèse encore, la mafia, dans le sud de l'Italie, ou alors elle est peut-être partout maintenant, dans toute la botte, c'est ça? Ouais. Et même ailleurs. Et pas seulement dans toute la botte. Pareil, partout. Dans toute l'Europe, ils recyclent l'argent. Il y a des enquêtes... Oui, désolé. Oui, non, enfin, ce qui caractérise une mafia, c'est quand même le contrôle territorial. Et donc, quand bien même la mafia peut être implantée dans plein d'endroits, c'est quand même dans les endroits où elle contrôle le territoire, qui sont ses fiefs. Et là, effectivement, en Calabre, en Sicile, alors là, ces organisations mafieuses font beaucoup moins parler d'elles, puisqu'on a pu les attentats des années 90, très spectaculaires, qui étaient liés à une stratégie un peu jusqu'au boutiste de Totorina, le chef de Cosa Nostra à ce moment-là. Mais depuis, effectivement, la mafia est beaucoup moins visible, mais sans doute très très présente, notamment dans tout ce qui touche au marché public, aux adjudications. Notamment la 'ndrangheta.
Oui, c'est ça. Et peut-être, vu qu'on parle d'un public qui n'est pas un public italien, c'est bien de préciser qu'en fait, dans des territoires où la mafia n'a pas le contrôle du territoire, comme dans le nord de l'Italie ou en Europe, la mafia, l'andrangheta, la mafia sicilienne existe encore. Oui. Donc, il y a des enquêtes en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention, au-delà de l'Italie. Et qui se déplace aussi sur la toile, parce qu'aujourd'hui, elle est très présente aussi à travers les business de l'Internet, les monnaies virtuelles, etc. Donc la mafia, elle est partout. Et la chose paradoxale, paradoxalement, la mafia sicilienne, qui était celle qu'on a vue dans les films, etc., elle a été vraiment redimensionnée par le travail exceptionnel de deux juges, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui ont décapité la Cosa Nostra sicilienne et qui aujourd'hui est beaucoup moins puissante. Et entre-temps, il y a la mafia qu'on connaît peut-être moins à l'étranger, qui est la mafia de Naples, qui s'appelle la Camorra, qui est devenue toute puissante. Donc l'idée de cette mafia sicilienne, elle s'est redimensionnée et la mafia napolitaine, elle s'est renforcée. Alors sans transition, on va regarder les chiffres de l'évolution de l'immigration régulière et irrégulière, puisque c'était aussi, ça faisait partie des arguments de campagne de Giorgia Meloni. Et on voit ces courbes qui se suivent ou qui s'inversent, je ne sais pas exactement quel est le mot à utiliser. Giorgia Meloni, finalement, a accordé plus de permis de séjour qu'aucun autre de ses prédécesseurs. C'est quoi? C'est de la réelle politique ou elle a renoncé à son idéologie anti-immigration? Les deux. Le poids les deux en même temps. Le poids des patrons qui lui demandaient de faire quelque chose? Il y a une rhétorique d'un côté, une rhétorique politique contre les immigrés, pour la fermeture des frontières. Il y a une réalité économique et il y a une base électorale aussi, surtout au nord de l'Italie, au nord-est de l'Italie, où il y a des patrons justement qui cherchent de l'emploi et qui ne trouvent pas de l'emploi. Donc il y a un besoin d'emploi en Italie et donc il y a une réalité à laquelle Giorgia Meloni doit faire face. Et c'est ça exactement qui explique cette divergence. Et justement, à propos d'immigration irrégulière, je vous propose de retourner voir Raphaël Shapira. Raphaël, vous aviez réalisé un reportage il y a quelques années sur ce fameux centre de rétention de migrants construit par le gouvernement Meloni en Albanie, centre qui a coûté plusieurs centaines de millions d'euros. Est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui ? Non, il ne fonctionne clairement pas. Il est vide. Il a dû, de mémoire, je pense, accueillir au total un peu plus d'une vingtaine à peine de demandeurs d'asile. En fait, pour une question juridique, c'est-à-dire que, en réalité, l'Italie avait établi une liste de pays sûrs duquel pouvaient être transférés. Les demandeurs d'asile pouvaient être transférés. Les demandeurs d'asile issus de pays sûrs étaient les seuls à pouvoir être transférés dans ces centres. Et évidemment, cette notion de pays sûr, la liste de ces pays sûrs qui avait été définie par l'Italie, a été un peu mise en suspens, si vous voulez, par les juges italiens et par les juges européens. Et donc, pour cette question juridique, l'Italie n'a plus été en mesure de transférer les personnes, les demandeurs d'asile arrêtés en Méditerranée vers le centre de Gjader. Mais ce centre albanais pourrait bien reprendre du service avec les retours, en fait, pour servir de centre d'expulsion sur le modèle un peu des hubs retour de la directive retour que souhaite voter le Parlement européen. Mais pour l'instant, il est vide, il a coûté extrêmement cher. Tous les fonctionnaires qui y travaillaient sont rentrés. Et voilà, ça reste un point noir dans les années, dans le travail de Giorgia Meloni sur la question migratoire. Voilà, une coquille vide, Raphaël. Vous restez avec nous. Paolo Levi, je vous voyais... C'était un ballon d'essai, mais c'est un échec. C'était la réforme la plus importante qu'avait annoncée Giorgia Meloni sur le thème migratoire et c'est la plus grosse faillite qu'elle a faite. C'était le secret de Paul Schinel que ça violait non seulement les lois européennes et internationales, mais les règles même que s'est donné l'Italie à travers sa constitution. Donc, c'était vraiment perdu d'avance. Elle a fait un méga spot qui a coûté la peau des fesses pour les Italiens en une période où on est plutôt... l'impératif est celui de l'assainissement budgétaire. Et donc, ça a été un spot complètement fallimentaire. Hervé Reiner. Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que
Ça sert en même temps d'argument à Giorgia Meloni, hein, cet aveu d'impuissance en quelque sorte à juguler l'immigration irrégulière. Et du coup, elle est quand même en large baisse, hein, l'immigration irrégulière, d'après les chiffres. Hein, oui, parce qu'effectivement, il y a une telle demande de main-d'œuvre de la part du patronat, que ce soit des grandes entreprises, mais surtout des PME familiales, et puis, alors qui est liée à la structure démographique du pays, on y reviendra. Hein, mais effectivement, il faut savoir que ce pragmatisme n'est pas nouveau. Non, mais ce qu'on voit surtout, c'est que dans les chiffres de l'immigration, c'est qu'il y a très peu de regroupement familial, et donc c'est vraiment, on est vraiment désormais dans une permis de travail, migration économique. Tout à fait.